Yaorana et bienvenue sur Jurismana, 100e vidéo aujourd'hui avec plus de 2400 abonnés, 130 000 vues et donc je vais en profiter pour répondre à certaines de vos questions qui m'ont été posées sur Facebook et YouTube et je vous en remercie. C'est parti! Qu'est-ce que l'écran législatif en droit administratif ? Comme vous le savez, les lois doivent respecter les conventions internationales et la Constitution. Mais que se passe-t-il quand un acte administratif se fonde sur une loi qui est manifestement contraire à des dispositions d'une convention internationale ? Pendant fort longtemps, le juge administratif et le juge judiciaire refusaient d'agir car la loi faisait écran à la Convention internationale, écran même à la Constitution. Cette position a changé avec les décisions du 24 mai 1975 Jacques Vabre et du 20 octobre 1989 Nicolo, respectivement pour la Cour de cassation et le Conseil d'État. Dans ces décisions, le juge autorise la possibilité d'écarter une loi qui serait contraire à un traité. Quel est l'effet juridique de l'enregistrement des traités ? Alors j'imagine que l'on parle ici de l'enregistrement des traités auprès du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies sur le fondement de l'article 102 de la Charte des Nations Unies donc. Cet enregistrement ne peut avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur du traité pour les États parties et il constitue en quelque sorte une étape finale dans le déroulement classique de l'adoption des traités avec bien évidemment la publication. Cette étape n'est pas essentielle pour que le traité puisse produire des effets de droit. Toutefois, il faut enregistrer les conventions internationales si l'on veut rendre ces documents opposables au sein de l'Organisation des Nations Unies et de ses organismes comme par exemple la Cour internationale de justice. Quel est le principe de l'effet relatif des traités ? En principe, les traités ont des effets obligatoires à l'égard des parties contractantes. C'est la fameuse règle Pacta sunt servanda. Mais à l'égard des tiers, les traités n'ont qu'un effet relatif. Ils ne créent ainsi aucun droit, aucune obligation à l'égard des tiers, à moins que ces derniers n'y consentent. Alors parfois, il y a quelques exceptions avec les traités que l'on qualifie d'objectifs qui vont directement ou indirectement s'appliquer à toute la société internationale, par exemple la création d'une organisation internationale. À quel moment considère-t-on les lois comme polynésiennes ou comme françaises ? L'Assemblée de la Polynésie française peut adopter des lois du pays. Ce ne sont pas de véritables lois au final, ce sont des actes administratifs. Mais ils sont matériellement législatifs, c'est-à-dire qu'ils portent sur des domaines qui doivent être traités par la loi. Et je parle bien évidemment, et notamment de l'article 34 de la Constitution. Indépendamment de la réponse un peu stupide, les lois du pays sont votées par l'Assemblée de la Polynésie française et les lois dites nationales sont votées par le Parlement français, il faut préciser qu'en Polynésie française, les compétences entre l'État et la collectivité sont partagées du fait d'un statut d'autonomie. Ainsi, l'État n'est compétent que dans un nombre limitatif de compétences énumérées principalement à l'article 7 et 14 de la loi organique statutaire. Tout le reste, c'est la Polynésie française qui est compétente. Par ailleurs, et même si l'on touche à un domaine de compétence de l'État, pour qu'une loi nationale puisse s'appliquer en Polynésie française, il faudra une mention expresse d'applicabilité, c'est-à-dire qu'à la fin d'une loi, il faudra une disposition du type « les articles tant à tant s'appliquent en Polynésie française ». Ainsi, et contrairement à ce que les gens pensent, le droit polynésien s'applique majoritairement
En Polynésie française, le droit national n'est présent qu'à la marge, même si parfois ça peut poser des petits problèmes. Tu en penses quoi de l'état d'urgence? Est-ce qu'il faut, comme Theresa May, remettre en cause nos libertés pour plus de sécurité? Alors j'avais déjà eu l'occasion de parler dans une précédente vidéo de l'état d'urgence, de décrire ce qu'était l'état d'urgence, mais c'est vrai que je partage l'avis de mes collègues, l'avis de la doctrine, en énonçant que l'état d'urgence, qui normalement doit être limité dans le temps, s'est transformé en quelque sorte en droit commun sécuritaire. On peut être pour ou contre, mais la situation actuelle fait que soit on devrait s'en tenir à l'esprit initial de la loi sur l'état d'urgence, soit il faut modifier le cadre général, et j'ai l'impression que le gouvernement actuel se dirige plutôt dans cette direction. Pour ce qui est des propos de Theresa May, et pour reprendre les bien connus écrits d'Alexis de Tocqueville, qui commencent quand même un petit peu à dater, je me méfierais toujours des situations où l'on est prêt à abandonner ses libertés pour plus de sécurité. Ce sont des situations assez dangereuses qui me font penser par ailleurs à certaines choses. Bon, heureusement, le Conseil constitutionnel sera là pour limiter la casse, du moins je l'espère. L'éventuelle révision de notre loi organique ne traduit-elle pas une surenchère statutaire masquant pour le même coup les réels problèmes du pays? Je ne pense pas. Ayant eu l'occasion de travailler sur la loi organique statutaire de 2004 de la Polynésie française, je peux affirmer qu'une modification, et même que de très nombreuses modifications sont nécessaires. Alors bien évidemment, je ne parle pas d'une transformation politique énorme ici. Je ne parle pas du passage d'une 5e à une 6e république, si on devait donner un exemple comparable. Non, je parle d'amélioration, de modifications juridiques précises. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont apparus au cours du temps, du fait de la complexité extraordinaire du droit polynésien, avec les compétences de la collectivité, les compétences de l'État, les compétences des communes, et on ne pouvait pas penser à l'origine que ces problèmes apparaîtraient. Mais ils sont apparus, et ils ont des conséquences qui peuvent être parfois graves sur le pays. Donc oui, je suis plutôt en faveur d'une modification, d'une révision statutaire, et je pense même qu'on aurait pu le faire bien avant. Et voilà, nous en avons terminé avec cette 100e vidéo Juris Mana, et j'espère que l'on se retrouvera pour la vidéo numéro 200, 500, 1000, on verra bien où tout ça nous mène. Si, en tout cas, et comme d'habitude, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur le pouce levé, à parler à vos amis de Juris Mana, du moins s'ils sont intéressés par le droit national et polynésien. Merci à tous et à très bientôt sur Juris Mana. Parheane!